bonjour à tous les nouveaux arrivants. On va attendre encore une minute ou deux, le temps que tout le monde se connecte, et puis on va pouvoir débuter cette nouvelle rencontre IRL online. C'est vrai que c'est un terme qui peut vous paraître un peu particulier, mais c'est un événement qu'on fait de manière trimestrielle, historiquement, qui s'appelle Rencontre in Real Life, mais pour une fois, on fait in Real Life, mais en ligne. Voilà, d'où le nom IRL online. Voilà. Voilà, moi j'ai tout. Voilà, donc toutes les personnes qui étaient en attente sont maintenant connectées, donc je vous propose qu'on démarre. Donc ce qui était important pour nous, c'est vrai qu'on organise, comme on le disait, des points à peu près tous les trimestres sur des sujets d'impact du numérique dans la santé sur différents aspects. Et on avait à cœur de refaire un sujet autour du patient. Et c'est vrai que ce qui nous est apparu évident, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation thérapeutique a une place centrale. On parle beaucoup de la prise en charge holistique du patient, la prise en charge globale. Et du coup, il y a beaucoup d'impact avec le numérique aujourd'hui autour de ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire cette thématique aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons donc avoir la chance d'accueillir Anne Buisson. Donc, Anne, je te laisse te présenter. Oui, ben, rapidement, en fait, je suis la directrice de l'association de patients AFA-Crohn RCH France, donc, qui est mobilisée contre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qu'on appelle aussi les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Merci Anne. Du coup, bah, toujours côté patient, Julien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je suis Julien Fauque, je suis patient expert à la Pitié-Salpêtrière pour la maladie de Parkinson. Voilà, et à noter que Julien donc, a fait le MBA DMD à l'EFAP et il a écrit une thèse sur le sujet, donc il maîtrise bien toutes ces problématiques. Où ça change Euh, très vite, hein. on accueille aussi du coup le docteur Jean-David Cohen. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis rhumatologue au CHU de Montpellier et puis je suis membre du conseil d'administration de la SED, qui est la Société d'éducation thérapeutique européenne. Et je m'intéresse, comme beaucoup de personnes, au numérique, sans être un expert du sujet. Merci beaucoup. Et puis Cyril Gauthier, qui est médecin nutritionniste et on peut le dire aussi start-upper. Bah, je te laisse te présenter, Cyril. Merci Rémi. Donc, bonsoir à tous. Je suis médecin nutritionniste à Dijon. J'ai deux activités essentielles. C'est que je suis porteur d'une expérimentation article 51 qui s'appelle EMNO et qui arrive bientôt en fin d'expérimentation. Et dans le même temps, effectivement, je suis cofondateur d'une solution d'IETP qui s'appelle Nuvi. Merci à tous. Alors avant de vous donner la parole, je voulais un peu introduire le sujet avec juste quelques données. Alors n'hésitez pas à me corriger puisque je suis sans doute moins spécialiste que vous du sujet. Juste déjà peut-être rappeler qu'est-ce que l'éducation thérapeutique. C'est vrai que c'est une définition qu'on retrouve auprès de l'OMS, voilà, qui décrit que c'est finalement la prise en charge complète du patient, qu'on vise à aider le patient à acquérir ou maintenir ses compétences dont il a besoin pour vivre au mieux avec la maladie, et que ça fait une partie intégrante finalement de la prise en charge du patient. Autre point important, l'éducation thérapeutique, finalement, il y a plusieurs étapes clés qui sont déjà de pouvoir élaborer un diagnostic éducatif ou bilan personnel partagé, puisque chaque patient est différent, et de pouvoir définir un programme personnalisé et ensuite le planifier et le mettre en œuvre. Alors, il y a des freins au développement de l'ETP, donc c'est des éléments repris du livre blanc dont nous parlera sûrement Cyril aussi, ils ont édité un guide sur l'IETP. Et donc, quand on voit les freins au développement de l'ETP, il y en a quatre principaux qui ressortent. C'est le manque de temps que peuvent consacrer les professionnels de santé à mettre en place les programmes d'éducation thérapeutique, le manque de moyens, une certaine augmentation qu'il peut y avoir de la désinformation des patients sur leur pathologie, avec tout ce qu'on peut retrouver notamment sur Internet. Et puis, des fois, la transmission des messages qui n'est pas toujours adaptée, soit dans la forme, soit sur le fond. Donc, il y a un vrai travail à faire sur ces éléments-là. Est-ce que déjà, sur les freins au développement de l'ETP, vous en voyez d'autres que je n'aurais pas cités? La difficulté d'accéder aux aidants.
Dans L'accès le aux cadre aides. des D'accord. parcours, c'est toujours compliqué en présentiel. Très compliqué. Après, moi, Alors, autre je chose. suis Oui. moyen d'accord sur les freins, parce que, en tout cas, sur l'augmentation de la désinformation des patients sur leur pathologie, parce que moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. Voilà, mais bon. C'est peut-être Il y a beaucoup un livre blanc qui a été fait par les professionnels de santé, en fait, non? à part Cyril qui est juste là. Alors, c'est vrai qu'il y a cette augmentation du magma d'information. Alors, ça ne veut pas dire que les patients ne savent pas faire le tri, hein, évidemment. Non, puis Alors, c'était sur une thématique qui est la nutrition et l'obésité, où là, on a clairement une cacophonie d'informations que le patient a parfois du mal à faire le tri entre ce qui est réel et ce qui est la désinformation, sur la nutrition et l'obésité en particulier. Alors, oui, monsieur alors, juste, docteur mais Cohen. je pense qu'on en parlera parce que on va vite comprendre que le numérique n'est qu'un, entre guillemets, un outil pour permettre de valoriser, pérenniser, appliquer les principes de l'éducation thérapeutique. Donc, le TP n'est pas que le programme, mais ça, on en parlera. Concernant les programmes d'éducation thérapeutique dont vous parlez, il y a aussi expliquer ce que c'est l'éducation thérapeutique. Et en fait, c'est l'étape première et l'étape majeure. Et on s'aperçoit en fait que le principe de l'éducation thérapeutique ou le principe de la participation des patients au programme, ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon optimale. Les gens ne comprennent pas très bien ce qu'ils vont y faire, quel est l'intérêt, quels sont les objectifs. Et donc, de ne pas expliquer véritablement ce qu'est le TP, ça ne facilite pas la participation. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'avant de participer, il faut proposer et proposer, c'est-à-dire véritablement le faire, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est complètement optimal, et d'autre part, expliquer véritablement ce que c'est, parce que beaucoup de patients peuvent se voir expliquer, proposer la participation au programme, mais ça ne se transforme pas parce qu'ils ne perçoivent pas forcément l'intérêt. Donc ça me paraît majeur en dehors du frein à développer. Voilà, on a parlé du temps, des moyens. Effectivement, les gens qui s'impliquent dans l'ETP, les soignants qui s'impliquent dans l'ETP, c'est toujours un petit nombre. C'est toujours des gens qui sont extrêmement convaincus de l'intérêt et ils sont souvent un peu à part des autres soignants. D'où le rôle crucial souvent des associations de patients qui vont justement pallier des fois Absolument, à cette absolument. partie-là. Mm. Alors ensuite, euh, moi j'avais identifié quelques opportunités finalement avec le digital. Le fait d'avoir des parcours de soins qui soient plus enrichis, d'avoir un accès simplifié à certains programmes aussi, d'éviter aussi de pouvoir, pour certains patients, les difficultés de se déplacer en fonction des pathologies, d'avoir une approche plus personnalisée, d'avoir, dans certains cas aussi, quand on n'est pas dans des groupes ou en présentiel, des fois on a la parole un peu plus libérée. Et puis, bon, ça peut permettre un gain de temps et puis d'avoir un soutien à la motivation, notamment avec des messages motivationnels et des parcours réguliers qui permettent d'inciter à faire ça. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que des opportunités, il y a aussi des limites. Il y a l'accès inégal au numérique, l'électronisme, l'équipement qui n'est pas toujours adapté, que ce soit les caméras, le son et autres. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est tout ce qui est le non-verbal, en fait, le comportement qu'on peut avoir face à un patient et qu'on n'arrive pas finalement à voir à part les caméras interposées ou par d'autres parcours, et puis tout ce qui est autour de la sécurité des échanges, etc. Est-ce que déjà, d'un point de vue global, sur les opportunités limites, vous en voyez d'autres? Est-ce que ça vous semble cohérent? Alors, il y a des choses qui peuvent être encore plus spécifiques parce que tout ce que vous avez mis en avant, effectivement, c'est des choses qui ont été retrouvées lors de différentes enquêtes réalisées sur le TP en distanciel pour le présenter d'une autre façon. Mais effectivement, le fait d'être au domicile pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de rassurant. Et ce qui me paraît intéressant, c'est parce que finalement, avoir une maladie chronique et participer à l'éducation thérapeutique, c'est bien dans l'idée de développer ou d'appliquer des compétences pour sa vie avec la maladie chronique et pas sur un temps limité. Donc l'idée de faire ça de faire ça en distanciel et donc au domicile
avec les repères du patient, avec son rythme, avec des endroits dédiés, avec, on va parler du problème de nutrition, mais un endroit où on fait la cuisine, les repas, etc. C'est quelque chose qui me paraît très spécifique au programme en distanciel et qui n'est pas forcément mis en avant, en dehors du fait de pouvoir parler plus aisément parce qu'on n'est pas, la timidité peut-être diminue. Donc ça c'est le côté positif. Après, le côté un peu limitant, et c'est ce qui avait été mis en avant dans les enquêtes sur le sujet, c'est le fait de ne pas se retrouver avec d'autres personnes, d'autres pairs, comme on dit, même si la logistique informatique peut faciliter les choses. Le fait d'être dans une même salle, effectivement, vous évoquiez le non-verbal, c'est quelque chose qui est très important et qui est un point majeur qui fait partie des éléments de satisfaction pour les patients à la fin d'une journée ou d'un programme d'éducation thérapeutique. Ouais, je voulais rajouter juste un autre truc, Rémi, c'est que bon, tu notes un accès inégal au numérique, c'est vrai, mais en même temps, il y a surtout un accès inégal à l'ETP tout court, et je pense qu'il est largement compensé par cet accès inégal au numérique. Aujourd'hui, par exemple, les patients atteints de Mickey, il y en a 3% qui ont accès à des programmes d'éducation thérapeutique. Et je Très crois que bien. Et du coup, Jean-Pascal, c'est juste pareil. avant de vous passer la parole indépendamment, alors Julien, tu voulais réagir? Non, mais je voulais dire à Anne que je crois qu'en Parkinson, c'est pareil, c'est 3%. C'est la même chose. Il y a très, très peu de patients qui peuvent avoir accès à l'ETP. Ça rejoint les chiffres nationaux, hein. Moi, j'ai des chiffres comme quoi 2% des patients atteints de maladies chroniques ont accès à des programmes d'éducation thérapeutique. 2% au niveau national. Ouais, c'est un chiffre qui quand même peut C'est faire malheureusement peur. intéressant parce que ça montre bien que le potentiel que pouvait amener le numérique à démocratiser l'éducation ou la participation, c'est pas quelque chose qui marche forcément. Et comme ça a été dit précédemment, c'est toujours en amont, c'est expliquer l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Et ça permet justement de prendre, c'est ce que je voulais dire au tout début, prendre beaucoup de hauteur sur l'éducation thérapeutique. Parce que pour beaucoup, pour beaucoup de soignants, le TP, c'est participer à un programme presque comme un examen complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a une participation à un programme et puis ça s'arrête là. Et alors que c'est bien au-delà. Et cette façon l'idée de présenter l'éducation thérapeutique comme quelque chose de beaucoup plus large qu'un programme, il faut vraiment que ça soit quelque chose d'ambiant et complètement, comment dire, voilà, permanent dans tout un établissement, parmi tous les soignants, toute une équipe. Et vous voyez que finalement, l'outil numérique, s'il n'y a pas tout un bagage en amont, tout un discours, toute une façon d'être, ça ne se transforme pas forcément. C'est pour ça Alors d'ailleurs, et juste puis je vous en reparlerai, qu'en fait, je crois qu'on a arrêté, nous, de parler de IETP, mais on en reparlera, parce qu'effectivement, c'est tellement cadré que ça s'inscrit très peu dans le quotidien. Et en fait, on peut faire des choses dans l'esprit de l'ETP, dans le cadre d'un accompagnement, c'est-à-dire un suivi, quelque chose sur le long terme, en fait, qui va effectivement s'intégrer dans la vie des patients. Ouais, Alors au justement, parcours de avant de te soins. passer la parole, Anne, juste un petit tour d'horizon rapide des différentes finalement solutions de TP qui peut exister en termes avec l'impact du numérique. Donc il y a les ateliers en ligne à distance, c'est une sorte de transposition finalement d'ateliers physiques à distance qui avait été provoquée notamment par la crise sanitaire en partie. Tout ce qui est parcours hybride qui va mixer à la fois du présentiel et également le fait d'être à distance. Les parcours complets IETP dont nous parlera notamment Cyril. Et puis il y a aussi avec de la gamification, quelques serious games qui permettent justement de rentrer dedans. Euh, Julien nous parlera notamment d'un serious game au niveau de la maladie de Parkinson qui est assez intéressant aussi sur cet aspect-là. Du coup, Anne, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Oui, alors, j'ai effectivement... Tu peux m'autoriser à partager mon écran, Rémi, ou pas? Oui. Merci. En fait, j'ai effectivement un petit diaporama. Mais réellement, ça va pas être très très long. Tu me donnes combien de temps en fait?
Une dizaine de minutes. Ok, 10 minutes, c'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. En fait, j'ai intitulé ce petit diaporama l'ETP à distance pour plus d'égalité d'accès à la mise en capacité d'agir, parce que je trouve que c'est vraiment ça l'ETP, c'est la mise en capacité d'agir, et qu'il n'y a pas suffisamment d'ETP pour les patients qui sont atteints de maladies chroniques. Si on veut regarder, par exemple, qui sont les patients qui sont atteints de Mickey, dont maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique, ce sont des sujets jeunes, très jeunes même. Donc, il y a des programmes aussi pédiatriques en ETP. L'évolution chronique est imprévisible, les stratégies thérapeutiques sont complexes, l'expression de la maladie est assez hétérogène, et puis il y a surtout un très gros retentissement de la maladie au quotidien pour les patients, que ce soit en poussée ou en rémission. Donc là, on a, mais je pense qu'en rhumato, on a aussi les mêmes choses. Finalement, ces maladies touchent vraiment le patient dans toute sa globalité et pas seulement, évidemment, sur un aspect. Et donc, les attentes et les besoins des malades, c'est d'abord d'être informés, d'être écoutés, accompagnés, de rester ancrés dans leur environnement professionnel et familial et social, de partager leur expérience, leurs difficultés, leurs solutions avec d'autres malades, et puis d'améliorer leur qualité de vie, bien sûr, malgré la maladie, d'être acteurs de leur santé et enfin de faire connaître et reconnaître leur maladie. En fait, le TP à la FA, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, puisque dès 2005, on participait à un programme qui s'appelait Mickey Dialogue, qui est un programme qui formait les patients à animer des groupes de parole, c'est-à-dire vraiment former les patients à animer des groupes de pairs. Et puis ensuite, en 2007, on a conçu un portfolio qui s'appelait EduMickey avec les professionnels de santé. On a même fait les premières formations en ETP en 2008 qui étaient mixtes avec des professionnels de santé et des patients. Et c'est comme ça qu'on a pu assez vite intégrer l'éducation thérapeutique à l'hôpital, faisant intimement partie de l'équipe. En 2009, on a même construit un programme spécifique pour les patients stomisés. On a en 2011 obtenu l'autorisation d'un programme de TPE national. Et puis en 2017, alors il y a un saut finalement entre 2011 et 2017, on a réalisé, les patients ont réalisé une plateforme créée pour eux qui s'appelle Mickey Connect et grâce finalement à laquelle on est passé de l'ETP dans les hôpitaux en présentiel à l'ETP à distance. Et surtout, chose intéressante aussi, c'est qu'en 2019, on a créé une association, loi 1901, avec les soignants, donc le JETED, qui est un peu la société savante des Mickey, et l'AFA, pour finalement ensemble co-créer et coordonner l'ETP en France dans les Mickey. Et en 2020 et en 2021, en 2020, on a fait de l'IETP, et en 2021, je vous expliquerai pourquoi on fait maintenant de ce qu'on appelle de l'e-accompagnement. Donc, les programmes de TP, pourquoi un programme de TP? On en a parlé, donc je vais passer assez rapidement. Finalement, on voit bien qu'il y a des contraintes de déplacement, d'horaire, dans un monde finalement numérique qui leur convient. On a, nous, des vacataires et des patients experts au sein de l'AFA qui ont pu finalement assurer les programmes en IETP. Et puis, une première, c'est qu'on non seulement, en fait, on avait une cartographie de là où on pouvait trouver les patients experts, mais on avait aussi une cartographie de là où on pouvait, en fait, trouver les programmes d'éducation thérapeutique dans un esprit où, finalement, on voulait faire quelque chose d'assez hybride dans l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire à la fois faire des séances en ligne et puis coordonner avec l'hôpital en présentiel. Ça, alors on avait effectivement des professionnels de santé ressources dans les programmes ETP. On a numérisé totalement tous les outils qui étaient des outils papier. On les a numérisés pour les mettre au sein de la plateforme et s'en servir, donc avec un certain nombre de, donc évidemment les portfolios pour adultes, mais aussi les portfolios pédiatriques selon les âges. Et puis, on a mis aussi en commun avec les soignants tous les outils pour faire des bilans éducatifs partagés. Vous ne voyez pas tellement ma diapo, mais c'est simplement pour vous dire qu'on a mis en commun des outils qui permettaient finalement de conduire de l'ETP très cadré dans le cadre de l'ETP à distance. Et puis en 2020, comme tout le monde, finalement, il y a eu le Covid qui nous a finalement poussé à élargir l'offre à distance bien plus que le cadre de l'ETP, notamment avec du coaching, avec de l'information,
avec également des rencontres, c'est-à-dire des groupes de parole en ligne, qui nous a fait un petit peu finalement repenser notre offre de TP à distance. Et c'est comme ça qu'on a créé l'e-accompagnement sur Niki Connect qui nous permettait d'être beaucoup plus large que finalement c'est juste simplement ce cadre de l'ETP très strict. Et là, l'idée, c'était vraiment de proposer un accompagnement à la demande et à distance pour les malades qui le souhaitaient, dans l'esprit de l'ETP, c'est-à-dire mettre en capacité les personnes d'agir sur leur santé, sur leur vie avec la maladie, mais aussi en le faisant en suivi. Et on a donc commencé à faire cet e-accompagnement en questionnant les patients sur qu'est-ce qu'ils avaient besoin, de quoi ils avaient envie. Et à partir de là, on a conçu des ateliers avec les patients experts de l'AFA et des intervenants spécialisés conçus et co-animés en fait ces ateliers. Alors, ces ateliers, en fait, ils sont vraiment sur le modèle de l'éducation thérapeutique du patient, sauf qu'on n'a pas de bilan personnalisé par patient. Mais on a quand même une évaluation des besoins, une évaluation finale, une évaluation à distance. Donc, c'est à la fois un espace d'échange et de réflexion en groupe, c'est des conseils, des accompagnements personnalisés. L'intérêt, c'est de le faire au sein de notre plateforme où on a tout un tas d'informations que l'on peut aussi donner en direct aux patients. Et on le fait en toute confiance et en toute confidentialité. Évidemment, ce sont des séances plus courtes que le TP. On est vraiment à des ateliers qui sont vraiment plus courtes. On a pensé à un système de visio qui soit un peu plus performant, notamment en y ajoutant des outils qui soient plus ludiques et plus simples d'utilisation, en tableau blanc, mais aussi des outils de travail collaboratif, notamment ce qu'on appelle le mural, qui va permettre en fait à chaque personne dans l'atelier de collaborer sur un mur. Et donc ça, c'est plutôt assez intéressant comme type d'outil. Tout ça, évidemment, a nécessité une formation continue des patients experts, puisqu'il faut à la fois alors, ils ont une base voilà, essentielle de formation à l'éducation thérapeutique et puis d'autres types de formations d'ailleurs, à l'entretien motivationnel, à la médecine narrative, mais aussi à tous ces outils collaboratifs, notamment ce mural qui est quand même relativement difficile à gérer au départ et qui simplifie beaucoup en fait le travail collaboratif dans les ateliers. Et donc, si on prend maintenant le bilan de janvier à juin des ateliers en 2023, en fait, on a misé sur des ateliers qui étaient assez différenciants de ce qu'on pouvait proposer à l'hôpital. À l'hôpital, on est beaucoup sur les connaissances ou les compétences qui sont plutôt de l'ordre du savoir. Et nous, on était plutôt quand même beaucoup sur les compétences à la fois psychosociales et aussi l'aspect de prise en charge plus holistique en fait, de la maladie. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place, notamment au premier trimestre, au premier semestre même de 2023, des ateliers d'hypnose, de méditation, d'activité physique adaptée, des ateliers très suivis aussi sur amour, sexualité et Niki. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez qu'il y a vraiment en fait, une participation assez importante dans ces ateliers. Sur 16 ateliers d'accompagnement, on a eu 228 inscriptions. La demande en fait, est de plus en plus forte dans les ateliers. On a 7 à 28 participants par atelier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est aperçu que pour vraiment engager les patients, on demande une participation de 5 € par atelier. Et en fait, on s'est dit, on va le faire parce que ça engage, en fait, parce qu'on voyait bien il pouvait y avoir pas mal de gens qui s'engageaient et qui ne venaient pas dans nos ateliers. Donc, on a une vraie fidélisation des participants, puisque beaucoup étaient inscrits au minimum à 2 ateliers. Ils sont inscrits sur la durée, en fait, sur ces ateliers. La plupart des personnes étaient plutôt des gens qui étaient majoritairement féminines. Et puis, il y a un intérêt vraiment confirmé pour la pratique thérapie complémentaire en ligne, ce qui nous a poussé à faire plutôt au second semestre des cycles qui étaient aussi des cycles qui changeaient un petit peu de l'ordinaire, des cycles art-thérapie. Donc là, je passe, mais effectivement, c'est simplement pour vous dire qu'on fait des questionnaires au préalable, en fait, envoyés avant chaque atelier, pour définir le profil des participants, pour connaître leurs interrogations, pour adapter le contenu à leurs attentes et au profil, et évidemment, pour améliorer nos ateliers à venir. Voilà, je vous donne un peu l'âge moyen des personnes qui sont à peu près de 45 ans. Et puis, bien sûr, on les interroge sur leur maladie, sur combien de temps, en fait, depuis combien de temps ils ont leur maladie,
Et on voit bien que finalement, le besoin d'accompagnement de ces patients n'est pas majoritairement chez les nouveaux diagnostiqués. Et voilà, et évidemment, la majorité des participants découvrent ce que c'est l'ETP, n'ont jamais en fait eu connaissance de l'ETP, et on leur demande aussi quelles seraient les thématiques à venir dans le futur. Voilà, j'arrête de partager mon écran, c'était simplement pour vous. Je ne veux pas prendre la parole trop longtemps sur ça, mais c'était pour vous dire un petit peu le type d'expérience que l'on a dans le cadre de l'ETP et comment on est passé de l'IETP à l'e-accompagnement. Du coup, si je comprends bien, la co-construction avec les professionnels de santé, c'est un peu c'est une clé pour justement réussir à avoir de l'adhésion. Ah bah, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on avait quand même quelques limites. Je vous ai pas tout dit, mais on avait pas mal de limites dans notre programme d'IETP au départ. C'est que les professionnels n'étaient pas toujours favorables à faire ce genre de choses. Il a fallu vraiment être très convaincant pour pouvoir convaincre les professionnels de santé d'utiliser nos outils. Parce qu'en fait, finalement, ce n'étaient pas des outils comme Wikiconnect qu'ils avaient conçus. Et à partir du moment où ils n'avaient pas été impliqués eux-mêmes dans la plateforme, ne souhaitaient pas forcément venir y faire des séances d'éducation thérapeutique. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais on se rend compte que finalement, dans les centres experts, notamment, on a des très bonnes expériences à Saint-Louis ou ailleurs, ils ont compris que c'était un outil intéressant et qu'au lieu d'aller peut-être en utiliser un autre ou simplement peut-être en construire un autre, il y avait des ressources à disposition. Donc, c'est ça qui a remporté, en tout cas, le succès d'estime de Wikiconnect dans ce cadre-là. Mais on a quand même effectivement, nous, dans notre ADN, l'idée qu'on doit quand même toujours impliquer les professionnels de santé et qu'on doit construire en fait des choses ensemble sur ces programmes. Nous, ça nous semble complètement logique, naturel. On le fait tout le temps. D'accord. Bah, merci beaucoup, Anne. Bah, en restant justement sur l'expérience côté patient, Julien, dans la maladie de Parkinson, bon, tu l'as dit rapidement tout à l'heure que le nombre de patients qui finalement suivent des programmes de TP est assez faible. Mais quelle est l'importance justement de l'ETP dans cette pathologie? Moi, concrètement, si je prends mon exemple personnel, ça m'a sauvé la vie, hein. Moi, j'ai 47 ans, ça fait 7 ans que je suis diagnostiqué Parkinson. Je voulais absolument pas voir d'autres Parkinsoniens ou d'associations de patients et tout. Je voulais pas entendre parler. Et à l'hôpital, en fait, je suis rentré dans l'ETP, justement. On m'a fait rentrer dans l'ETP à l'hôpital. Et là, j'ai rencontré les patients. J'ai rencontré des soignants qui m'avaient l'air tout à fait accessibles. Et donc, j'ai commencé vraiment à comprendre ma maladie et à pouvoir vivre avec des astuces, en connaissant les médicaments, en connaissant les symptômes, en connaissant la recherche, en connaissant les actions sociales. Donc, tout ce programme-là, vraiment, en un an, je crois, tous les mois, j'avais un atelier, j'ai fait de la méditation, j'ai fait plein de choses comme disait Anne tout à l'heure, et en présentiel, hein, c'était avant le Covid. Donc vraiment, ça m'a vraiment aidé à gérer ma maladie. Et le nombre maintenant donc maintenant je suis patient expert, je co-anime les, euh, les ateliers thérapeutiques à l'hôpital et en présentiel. Et on voit à quel point c'est super important pour tous les gens qui le font. Il y a très peu de patients qui n'aiment pas les ateliers thérapeutiques. Ça leur ouvre parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait, quand ils font avec leur neurologue, quand ils font une consultation avec leur neurologue, ils n'ont pas le temps de poser des questions, ils n'ont pas. Donc, l'atelier thérapeutique sert vraiment à faire connaître la maladie et à mieux se dépatouiller dans tous ces médicaments et et tout ce qui tourne en fait autour de la maladie. Alors tout à l'heure, on a parlé rapidement là d'une solution sur laquelle tu as travaillé justement. Donc une solution digitale qui s'appelle Motive Park. Est-ce que tu peux Motive nous en Park, dire quelques mots? bien sûr. Donc alors c'est venu en fait de l'équipe des étudiants de pharmacie à la Pitié-Salpêtrière
qui devaient plancher sur un sujet, sur l'ETP. Et ils ont dit, tiens, si on faisait un serious game, donc un jeu à apprendre, en fait, sur la maladie de Parkinson. Donc, ils sont venus voir ma chef, entre guillemets, Arlette, à la Salpêtrière, qui s'occupe des ateliers thérapeutiques pour Parkinson. Et elle a proposé, voilà, ils sont mis d'accord. Et on a fait un petit jeu. Donc ça dure pas très longtemps. C'est sur 2 ateliers. Et vous pouvez apprendre tout sur les symptômes. Enfin, c'est un jeu, faut le voir pour le faire. Je pense que tu donneras l'adresse. Et donc, voilà, c'est une solution numérique pour comprendre et apprendre tout ce qui est médicamenteux et symptômes par rapport à Parkinson. C'est ludique, on peut le faire tout seul ou à plusieurs. Pour l'instant, c'est que sur Internet, mais logiquement, ça devrait passer en application qui devrait être développée incessamment sous peu. Et donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un super projet. Et en dehors de ce projet-là, est-ce que parce que je sais que tu travailles aussi avec France Parkinson, est-ce qu'il y a des initiatives type ateliers en ligne, etc., qui existent comme on a pu voir à l'AFA? Non, pas aussi, pas aussi poussé. Il n'y a pas d'atelier en ligne France Parkinson. Il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des après-midi recherche où tout le monde va se mettre en branle pour expliquer ce qui se passe de nouveau par rapport à Parkinson, mais il n'y a pas d'atelier. Il y a par contre des dispositifs pour les nouveaux diagnostiqués qui s'appelle un dispositif à 2 pas. Donc, en fait, où un patient qui vient d'être diagnostiqué, plutôt que d'être relâché dans la nature, va pouvoir se connecter et va parler à un Parkinsonien patient lui aussi, et donc mieux vivre sa maladie tout de suite sans être trop perdu. Alors, je sais, comme je disais tout à l'heure, tu avais travaillé un petit peu sur ce sujet de l'ETP digital. C'est vrai, quels sont toi-même, tu as dit qu'au départ, tu voulais pas aller dans les ateliers ETP et finalement, tu t'es rendu compte que c'était un apport hyper important. Qu'est-ce qui fait que finalement, un patient va aller faire un atelier, que ce soit en présentiel ou en digital? Qu'est-ce qui va le motiver? Je pense que c'est la personne que tu rencontres à l'hôpital, enfin, là, moi, concrètement, c'est l'hôpital, la personne que tu rencontres à l'hôpital qui va te faire comprendre que c'est important. Moi, c'est évident. Maintenant, ce qu'on faisait tout le temps en présentiel avant, les bilans d'éducation partagée, le BEP, qui sont juste l'étape avant le TP physique, maintenant on les fait en, en distanciel, ce qui permet au patient en fait d'être chez lui, comme vous disiez tout à l'heure, et d'être complètement libre de ce qu'il dit et pas être confronté à une personne. Après, le présentiel est super important, comme tu le disais avec le non-verbal, surtout en maladie de Parkinson, où on a des mouvements involontaires, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, quand on est en distanciel tout seul, c'est un petit peu compliqué de gérer ça. Alors, quand on est en face de gens qui sont comme nous, ça passe plus facilement. Finalement, c'est le partage entre pairs, entre patients qui fait qu'on arrive à mieux surmonter les symptômes, etc. Moi, je trouve, en tout cas pour moi, ça a été évident. Pourtant, je suis plus jeune que la majorité des autres patients et je me suis retrouvé vraiment des pairs qui m'ont aidé, qui m'ont appris, qui m'ont aidé à expérimenter la maladie et vraiment à mieux vivre avec. Après, ceci dit, si je peux juste rajouter un truc, parce que Julien, tu as entièrement raison.
Enfin, là, je vais vous parler de ma place de vieille associative. Ça fait quand même un paquet de temps que les associations savent que l'échange entre pairs, c'est redoutable d'efficacité, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. D'où le Oui, succès en fait des communautés qu'on voit en ligne, hein, sur les réseaux sociaux, etc. ouais, et pas du tout dans l'esprit. Moi, ce que je dis souvent, c'est pas bonjour, je m'appelle Julien, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de boire. Enfin, c'est pas les alcooliques anonymes, quoi. C'est vraiment euh, du vécu et de l'expérience et c'est quand même super important de voir quelqu'un qui a les mêmes symptômes que toi euh, comme ça. Euh, Ça apporte beaucoup. Oui, surtout dans des pathologies où les symptômes sont visibles comme Parkinson, finalement. Mm. Visible ou invisible, hein, même Mm. si tu es constipé, ben, tu es content d'avoir quelqu'un en face de toi qui est constipé aussi. Voilà. Très bien. Et Dr Cohen, de ce qu'on a vu là dans les témoignages, notamment de Julien, c'est l'importance au départ du soignant qui va finalement accompagner les patients à aller vers des programmes de TP. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement, voilà, cette mise en avant finalement du soignant qui doit aller accompagner le patient? Alors, vous m'entendez pas parce que la caméra semble ne plus fonctionner. Oui, on vous entend mieux. Ok. Donc, juste répéter la question. Oui, si on a vu dans les témoignages l'importance finalement du soignant au départ pour faire en sorte que le patient il aille vers ces programmes de TP qu'il finalement ne connaît pas au départ. C'est ce rôle crucial finalement du soignant qui fait qu'on Oui, arrive à oui, créer de l'adhésion. voilà. Bon, voilà, comme ça a été dit à plusieurs reprises, cette étape d'expliquer le principe de l'éducation thérapeutique, c'est fondamental. De même que ce qu'on appelle le diagnostic éducatif, le bilan éducatif partagé. Voilà, il faut lui faire comprendre qu'il va rencontrer d'autres personnes, que des questionnements vont être des questionnements qui sont similaires entre eux vont émerger, que effectivement, comme a dit M. Fauque, des gens ont des âges, des durées de maladie qui sont variables, il y a de l'émulation, il y a vraiment de la paire expertise qui se fait. Et quand on commence une journée d'éducation thérapeutique, on voit sur les visages, sur le comportement, des choses qui se modifient de façon majeure du début de journée jusqu'à la fin. Et malheureusement, souvent, les patients qui participent au programme ne s'attendaient pas à ça et disent si j'avais su avant, si j'avais connu ça avant. Vous avez des patients qui ont 20 ans, 30 ans de rhumatisme, de maladie inflammatoire en général, et qui regrettent que ne leur ait pas été proposé bien avant la participation à ces programmes. Donc, véritablement, il faut que les soignants s'emparent de l'éducation thérapeutique en général, parce qu'encore une fois, on est focalisé sur la participation au programme, mais c'est vraiment permettre aux patients d'atteindre les outils ou d'utiliser les outils ou de participer à des événements qui lui permettent, comme ça a été dit par Madame Buisson, voilà, de pouvoir agir. Et ça, c'est un discours qui doit complètement intégrer le soin. Et ça devrait être quelque chose qui ne soit pas forcément focalisé au programme d'éducation thérapeutique. Mais pour conclure, encore une fois, vraiment, il faut expliquer ce que c'est le TP et l'intérêt majeur. Après, effectivement, les médecins, les soignants en général n'ont pas la capacité forcément à aller au-delà de la transmission du savoir théorique, du savoir-faire et tout ce qui est de l'ordre du psychosocial, de l'encouragement, de la gestion de choses inattendues, du stress. Et il faut effectivement des compétences et la complémentarité est probablement nécessaire avec des compétences humaines qui se retrouvent peut-être ailleurs que dans les établissements de santé. Et justement, ce sujet de l'ETP dans la formation initiale des médecins, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment souvent abordé ou est-ce que c'est très limité?
Bah, malheureusement, alors maintenant, les choses évoluent dans tous les sens, hein. Vous avez une façon d'aborder le TP qui est de faire participer les patients à différents, j'allais dire, étapes ou moments oui, étapes ou lieux de la politique de santé, comme ça peut se faire dans d'autres pays comme au Canada. Donc, le fait que le patient intervienne pour animer en éducation thérapeutique, le fait que le patient soit présent pour témoigner, qui est un stade très, très, très minimal de son expertise, ou alors pour intervenir dans les cours auprès des étudiants ou des internes, c'est déjà une façon d'aller bien au-delà que d'une transmission théorique. Euh, voilà. Après, pour répondre à votre question, voilà, il y a les principes d'éducation thérapeutique qui sont abordés dans les facs de médecine, mais c'est quelque chose qui est, à mon avis, relativement récent, que je n'ai moi, par exemple, jamais connu. Voilà, donc c'est quelque chose qui évolue favorablement, doucement, lentement, mais il y a un mouvement quand même. Et évidemment, les associations de patients n'y sont pas pour rien. Donc il y a quelque chose il y a un mouvement général. Voilà, il y a ce fameux concept du partenariat qui s'applique un petit peu partout et qui permet probablement de combler ce vide sur les connaissances en ETP auprès des futurs médecins, futurs soignants. Et du coup, on l'a évoqué en introduction, vous faites partie donc, de la Société d'éducation thérapeutique européenne. Est-ce que ça fait partie justement de ces missions-là, d'essayer de faire avancer l'ETP côté soignant? Bien sûr. Alors, si on revient sur l'origine de la CET, qui remonte à sa création en 2001, l'idée a toujours été de promouvoir, de favoriser les pratiques, de les mettre en valeur, de favoriser la recherche fondamentale, la recherche universitaire en éducation thérapeutique, et par le biais d'équipes de terrain comme des équipes de recherche, à l'instar du LEPS à Bobigny. Donc évidemment, ça a toujours été l'idée de promouvoir et puis donc de favoriser la formation, voilà, tout ce qui est du registre de l'éducation thérapeutique sur comment les choses se transmettent, comment les savoirs expérientiels se développent, comment on développe des projets de recherche, comment on facilite la formation, et cela dans tous les pays. La CET a une vocation européenne, donc ça concerne la France, mais également la Belgique, la Suisse et tous les pays francophones en général. Et du coup, alors de formation, vous êtes rhumatologue. Est-ce Oui. que dans les maladies, les patients que vous avez dans votre pratique, est-ce que c'est des choses qui sont faciles à mettre en place, ces programmes d'ETP? Alors, donc moi, donc le TP, encore évidemment, comment dire, ça devrait être proposé, donc c'est dans la loi, hein, ça devrait être proposé à tous les patients qui ont une maladie chronique, si tant est que l'établissement ou les équipes ont un programme d'éducation thérapeutique à proposer. Donc, ce qui est très développé en rhumatologie, c'est tout ce qui est rhumatisme inflammatoire chronique, donc la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ou le rhumatisme psoriasique, et puis d'autres maladies comme la goutte, l'arthrose également. Donc, voilà, c'est des programmes qui existent. Maintenant, ce qui est malheureusement commun à tous les gens qui font de l'éducation thérapeutique et dont on a déjà parlé, c'est le peu de propositions de la part des équipes, de la part des soignants, peu de propositions auprès des patients à participer au programme. C'est également le peu de moyens humains, financiers. Encore une fois, c'est l'ETP, j'allais dire, c'est quelque chose d'assez intimiste, mais c'est les gens qui font de l'ETP sont absolument convaincus de l'intérêt, et l'intérêt qui dépasse, comment dire, le cadre médical. Le TP, c'est frontière avec beaucoup de sciences humaines, la philosophie, la pédagogie, voilà, et puis l'art-thérapie, on pourrait en parler également. Voilà. Après, il peut y avoir probablement des distinctions également entre les spécialités. Moi, je peux vous donner un exemple sur une plateforme, une sorte de réseau qui avait été mis en place dans l'idée de favoriser la relation entre le patient et son médecin.
Et les choses ont été plus ou moins, enfin, comme une sorte de carnet ou de passeport pour le patient, mais encore une fois, nécessitant une sorte de partenariat entre le patient et son médecin. Donc, il fallait qu'il y ait une sorte de collaboration, d'émulation, de partage d'informations de la part du patient. Et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné en rhumatologie. Et à contrario de ce qui, à ma connaissance, de ce qui a été fait dans les Mickey. Donc, il y a probablement aussi, et ça a été mis dans la discussion, dans le chat, il y a vraiment l'implication l'implication du soignant. Vraiment, la notion de partenariat nécessite vraiment que les deux acteurs travaillent en commun. Voilà. Et juste une dernière question par rapport notamment à la 7. Vous avez créé un groupe de réflexion justement sur l'impact du digital dans l'ETP. Quelles sont la nature un peu de ces travaux? Alors en fait, donc ça a été, il y a eu un groupe qui a été créé un peu avant le Covid, qui réunissait médecins, personnes du monde de la santé publique, associatifs. Et donc il y a eu une sorte de brainstorming, en tout cas de réflexion dans tous les sens sur le numérique qui commençait à poindre, j'allais dire. Et donc ça a fait l'objet, voilà, de réflexions, de partage, de publication, en tout cas d'un éditorial qui voulait mettre en avant des questionnements. Et c'est des questionnements qui vont se poursuivre. Après, bon, ce groupe intervient évidemment lors des congrès de la CET, et notamment le prochain qui se déroule en mai 2024 à Liège. Donc, il intervient sur des symposia, et puis on intervient également sur d'autres, lorsque des articles sur le sujet sont publiés, voilà, on peut reviewer. Donc après, voilà, le groupe va se redynamiser et va intervenir également sur d'autres sujets. Mais c'est extrêmement vaste. Et si je peux un peu aller au-delà, voilà, des programmes de TP, on a le numérique en ETP et l'éducation thérapeutique en général. Encore une fois, le numérique, c'est un outil. Ça ne dévalorise pas, mais c'est au service de l'ETP, c'est au service des principes de l'ETP. Et le numérique, c'est également, en dehors du programme, et la capacité en distanciel à bénéficier d'ateliers d'éducation thérapeutique, c'est également les forums. Il y a des travaux qui ont été faits, notamment par des membres de la CED comme Carole Decache, sur ce qui se passe dans les forums de patients, et des choses qui pourraient paraître insoupçonnées, mais des compétences qui s'acquièrent, du savoir expérientiel par le partage de patients. C'est également les applications. Si vous avez la curiosité, comme je l'ai fait aujourd'hui, là, d'aller sur Apple Store ou Android et vous tapez une pathologie, vous verrez qu'il y a énormément d'applications. Alors le problème, c'est également C'est de quelle faire est le la tri. qualité. Voilà, exactement. Quelle est la qualité, quel est le niveau de ces applications. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment en psychiatrie, il y a eu des travaux qui montraient, voilà, que c'était très inégal. C'est également ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est également les outils connectés. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de ce rugbyman qui, lors d'un arrêt de match, je sais pas, un arrêt parce qu'il y a eu une mêlée ou un choc. Est-ce que vous avez vu ce patient regarder son téléphone portable? Est-ce que ça vous parle, cette vidéo? Non. Non. En fait, c'est un patient, donc c'est quelqu'un des îles Samoa, c'est un joueur des îles Samoa, et en fait, c'est un patient qui est diabétique insulinodépendant. Et en fait, il y a eu beaucoup de coupures de journaux, enfin bon, ou de flash qui ont été. Et en fait, il regardait sa glycémie. En fait, il applique son téléphone portable qui captait la glycémie qui était sur un capteur sous-cutané. Et ça, c'est un outil connecté, c'est de l'éducation thérapeutique. Ce joueur-là a la capacité de lire sa glycémie et d'agir, parce qu'évidemment, en fonction, il va s'injecter ou pas de l'insuline. Donc, vous voyez, c'est passionnant, en fait, le numérique en ETP, et ça dépasse le cadre des programmes. Vous avez également des vidéos. Moi, j'ai découvert ça en explorant un peu le diabète, extraordinaire, des vidéos faites par des patients. Donc, c'est des patients experts, et ils ne sont pas simplement patients experts de leur propre vécu, puisque c'est ça
qu'on met en avant derrière le qualitif de patients experts, c'est des patients experts qui sont experts presque de la maladie. Moi, je suis profane dans ce domaine-là, et vous avez des patients experts qui vous expliquent tous les dispositifs jusqu'aux pompes à insuline dans le diabète insulinodépendant. Donc, c'est extrêmement riche, c'est passionnant, et il y a beaucoup à explorer, à écrire et qui sont des objets de recherche pour revenir sur la recherche universitaire dans le domaine. Exactement. Bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir une solution concrète et d'avoir une vision justement sur ces programmes IETP, donc avec Cyril Gauthier qui va nous parler du coup de Nuvi, qui fait des parcours justement pour les patients. Donc je te laisse nous parler un petit peu de ça, Cyril, sachant que de mémoire, vous avez aujourd'hui des parcours à la fois autour de la nutrition et autour du diabète, et puis sans doute beaucoup d'autres en projet aussi. C'est ça, merci Rémi. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je suis complètement en phase avec l'approche digitale, c'est-à-dire que le digital va jamais remplacer ce qu'on fait en présentiel. Moi, je suis praticien, j'exerce encore, je vois mes patients. La partie verbale et non verbale des entretiens est primordiale. Donc, il faut comprendre que nos outils Nuvi ont été construits à partir des besoins qu'on a identifiés et que Rémi t'a évoqué tout à l'heure. Ces problématiques nous ont amené à réfléchir sur finalement comment tenter de faire sortir l'éducation thérapeutique des murs des établissements et comment ces outils digitaux pouvaient nous aider dans nos parcours de prise en charge. Donc, il faut bien comprendre qu'on est parti d'un besoin. On n'est pas parti d'un marché, on est parti d'un besoin identifié par des professionnels. On coordonnait beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique sur mes thématiques de prédilection, l'obésité et la chirurgie bariatrique. Et on se rendait compte que ces programmes étaient dans les murs des établissements. La plupart des programmes sont portés au sein de l'hôpital. Dans notre région, nous, c'est 80%, très peu en ville, ce qui est franchement préjudiciable. Et ça crée des effets centres. Et on voulait vraiment gommer cet aspect effet centre. On voulait tenter de rapprocher ce monde soignant, sachant du monde patient apprenant avec un outil qui finalement s'intéressait aux deux mondes de manière à vraiment optimiser nos parcours. Je pense qu'il faut aussi préciser que quand on parle d'ETP numérique, il y a plusieurs niveaux. Vous avez tous connu l'ETP à distance en 2020. Il faut savoir que Nuvi est un outil digital d'éducation thérapeutique qui est inscrit dans une expérimentation article 51 depuis 2019. Donc depuis 2019, nous, ça veut dire qu'on a traversé la crise Covid. Eh ben, je pense qu'on a été l'un des seuls programmes à jamais s'arrêter, simplement parce qu'on avait déjà digitalisé notre approche ETP et que, évidemment, on est passé sur du distanciel pour les entretiens visio, mais globalement, notre outil continuait de fonctionner parce que justement, c'était un outil digital plutôt asynchrone. Et donc, nous, on se situe plutôt sur les niveaux 2 et 3, c'est-à-dire pas uniquement de l'ETP à distance, mais finalement des outils asynchrones qui viennent optimiser les parcours avec des outils d'animation. Vous allez voir, c'est des vidéos motion design interactifs, des outils de gestion. Et puis, on glisse aussi sur le niveau 3 avec des outils beaucoup plus évolués. Dans notre équipe, nous, on a un partenariat de recherche avec un laboratoire de sciences humaines. Donc, on a une thésarde qui travaille sur toutes ces communautés pédagogiques, sur comment un patient s'engage dans le parcours d'éducation thérapeutique digitale, comment il devient patient ressource, sur toute la gamification. Donc, on va rajouter des fonctionnalités au fil de l'eau parce que du coup, on a intégré toutes les équipes techniques et donc du coup, on construit nos parcours et on les fait évoluer plutôt sur les niveaux 2 et 3. Donc, l'ETP, dans le système de soins, tout le monde dit la Cour des comptes, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, tout le monde dit qu'on doit en faire, mais c'est quand même le parent pauvre du système de soins parce que ce n'est pas reconnu dans le droit commun. Alors certes, dans les expérimentations article 51, ça pourra rentrer dans le droit commun, on l'espère en tout cas, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas un acte de l'assurance maladie et c'est supporté par des FIR ou des MIC des ARS, qui est toujours très compliqué. Donc l'ETP, tel que nous, on l'a conçu, vient finalement en compléter les outils qui sont déjà présents dans des outils de télémédecine comme e-parcours, téléconsultation, télésurveillance. Et donc Nuvi, qui au départ est vraiment un outil asynchrone, glisse aussi petit à petit sur un outil digital d'ETP synchrone. Et je vous ai expliqué rapidement comment. Donc, on a commencé sur 3 thématiques, la chirurgie de l'obésité, nutrition, surpoids, obésité, dans le cadre de l'article 51 depuis 2019. Et effectivement, finalement, on a aussi créé le diabète de type 2
à la demande de notre ARS pour intégrer une autre expérimentation qui s'appelle IPEP, plutôt sur la responsabilité populationnelle. Et donc maintenant, notre outil se déploie sur 3 axes. Pour chaque thématique, on a l'e-prévention, l'IETP du patient et de l'aidant et l'e-formation du professionnel de santé du premier recours. C'est important de comprendre qu'on est sur ces 3 axes pour ces 3 thématiques parce qu'on veut améliorer l'alliance thérapeutique et on veut créer une cohérence finalement d'approche. Donc, c'est pour ça que sur chaque thématique, on est sur les 3 axes. Donc, Nuvie, concrètement, c'est des parcours un peu, voire beaucoup gamifiés sur le système du jeu de loi, des niveaux qu'on débloque, des ateliers qu'on débloque. On a tout un système de suivi de la progression. Les ateliers sont toujours précédés d'un pré-quiz, donc c'est assez ludique. Il y a des images à classer, des images à trier, des associations d'idées entre le mot et l'image, des vrais faux, des idées reçues. Donc, on a une forme de pré-quiz avant chaque atelier. Quand c'est la première fois qu'on fait l'atelier, l'utilisateur va voir son résultat, pas pour lui donner la réponse, mais surtout pour l'inciter et l'engager à voir la vidéo pour lui faire comprendre qu'il finalement, il ne connaît pas tout. Et pour les professionnels, c'est important de leur faire comprendre qu'ils ne connaissent pas tout de la pathologie. Et puis derrière, on a donc ces vidéos interactives. Donc là, vous n'avez pas le son parce que je suis en train de parler, mais il y a une voix off. Tout a été travaillé avec des équipes, des ingénieurs pédagogiques. C'est assez ludique. Hein. Donc ces ateliers font en moyenne à peu près 7 minutes. Hein. On ne veut jamais aller trop loin. Je vais passer un petit peu parce que l'atelier en entier, ça ne vous intéresse pas forcément. On rajoute à ces vidéos interactives. Donc, interactive, c'est-à-dire qu'on peut cliquer dessus pour maintenir l'engagement. On ne peut pas laisser la vidéo dérouler et aller se prendre un café. On rajoute des serious games, que vous avez appelé, ou nous on appelle ça immersif, c'est-à-dire qu'on est dans une situation et on demande à l'utilisateur de jouer un petit peu sur la thématique avec à chaque fois des réponses en fonction de ce qu'il a fait. Donc là, c'était choisir des éléments qui contenaient des fibres. À la fin de l'atelier, on a l'évaluation, ce qu'on appelle le post-quiz. Donc le but de l'évaluation, c'est d'évaluer la progression de connaissances, mais c'est surtout pour inciter l'utilisateur à progresser dans ses connaissances. On sait qu'il ne faut pas noter les patients dans le cas de programmes d'éducation thérapeutique, mais honnêtement, on a beaucoup d'utilisateurs qui aiment bien ce système de classement pour progresser et puis finalement essayer d'avoir la meilleure note. Donc, on a ce système de post-quiz. Il faut savoir qu'à la fin de chaque atelier, les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle des en savoir plus parce que quand on a conçu nos programmes d'éducation thérapeutique, nous, ça a commencé en 2015, hein, on voulait transmettre de la connaissance sans filtre. Et donc, on est parti du principe pour un patient, un aidant, il peut comprendre des choses extrêmement compliquées si on a une littératie adaptée et si finalement on lui laisse le temps d'acquérir la connaissance. Donc, pour l'obésité, par exemple, on explique ce qu'est la restriction cognitive, on explique ce que c'est que la régulation avec les leptines, la thermogénèse lipidique, donc des choses extrêmement compliquées pour que les patients finalement comprennent un petit peu le discours du professionnel. Et donc, on a mis en place ces en savoir plus. Et donc, on a regardé si finalement, après l'atelier, le patient allait, ou l'utilisateur allait sur l'en savoir plus, et ils sont 70% à aller sur les en savoir plus. Ça veut dire que quand on leur donne envie d'apprendre, eh ben, ils y vont, et ils vont vraiment essayer d'acquérir le plus de connaissances possible. On a forcément, comme on a des équipes techniques qui sont dédiées à ça, on a créé d'autres fonctionnalités. Donc, on a le lexique, on débloque. Ça, c'est un process de gamification. En fonction de son parcours, en fonction de sa progression, on va débloquer des cartes interactives que le patient va pouvoir collectionner. Donc, c'est des idées reçues, des résumés, ça peut être des recettes, ça peut être des éléments plutôt pratiques où on aborde un peu plus la compétence. Bien évidemment, rattaché à tout ça, on a une communauté pédagogique d'utilisateurs avec des patients ressources, des patients experts, sous modération d'infirmières d'éducation thérapeutique. Tout est sécurisé. On est sur un hébergeur de données de santé français, donc tout est sécurisé. Les patients, ils sont pseudonymisés, mais par contre, ils vont échanger entre eux pour partager leur expérience et leur expertise. Et puis, important, chaque compte utilisateur va pouvoir générer un compte entourage pour que l'entourage puisse participer finalement au parcours d'IETP au même rythme que le patient, pour que le patient finalement, que l'entourage devienne ressource dans le cadre du parcours d'éducation thérapeutique de son du patient. Les fonctionnalités, donc toute personne inscrite sur Nuvie est inscrite par un professionnel de santé qui lui-même est dans un parcours de soins avec en règle générale
de l'éducation thérapeutique. Ah bon. Je vous ai mis les différentes fonctionnalités qu'on a. Dans l'obésité, par exemple, on a créé un outil de phénotypage qui permet de phénotyper la pathologie. On a aussi conçu un outil de profilage, donc c'est l'intelligence artificielle, des algorithmes qui, en fonction de caractéristiques de personnes, va pousser finalement les parcours les plus adaptés en fonction de ces caractéristiques. Parce qu'il faut individualiser les parcours. Il faut comprendre que pour l'obésité, par exemple, on a plus de 50 ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, c'est long, 50 ateliers. Donc, il fallait pousser les bons ateliers pour des bons profils. Donc, ça, on a cette IA qui nous permet de faire ça. Le professionnel de santé, lui, évidemment, il a son tableau de bord. Il va pouvoir suivre la progression de son patient. Il va pouvoir voir la satisfaction, l'usage, vraiment le niveau de progression. Mais il va pouvoir aussi modifier le parcours, c'est-à-dire à sa guise, c'est-à-dire j'estime que dans l'entretien, tel patient, il doit avoir plus tel atelier en premier. On va lui supprimer son atelier si on estime que tel atelier n'est pas nécessaire pour lui. Et puis, le professionnel de santé va aussi pouvoir faire passer des questionnaires de qualité de vie ou autres aux patients à des temps donnés pour suivre un petit peu l'évolution de la qualité de vie de son patient dans le cadre du parcours d'IETP. On a aussi du recueil des données de vie réelles. On rajoute à tout ça, à ce parcours gamifié, un agent conversationnel. Donc ça, c'est aussi de l'IA. C'est un double numérique qui va pouvoir échanger avec le patient en direct. Et nous, on a aussi un projet de recherche, c'est qu'on pense que l'intelligence artificielle se trompe quand elle répond avec ce double numérique à l'utilisateur. Et donc, on a une intelligence hybride qui mélange l'intelligence artificielle et l'intelligence collective de la communauté. C'est-à-dire que quand l'intelligence artificielle se trompe, la communauté va prendre le relais. Et puis, l'outil est aussi utilisé par des professionnels de santé au sein d'ateliers présentiels comme outil d'éducation thérapeutique pour un peu dynamiser, moderniser les programmes qui sont faits en présentiel. Évidemment, on raccroche à tout ça la communauté pédagogique et on a le bilan éducatif de fin de parcours où on a tout ce qu'a fait notre utilisateur. Par contre, l'utilisateur, même en fin de parcours, il reste sur la plateforme. Un compte utilisateur, c'est un compte à vie, tout simplement parce que on a toute cette base de patients ressources qui ont acquis de l'expérience et qui ont acquis des connaissances via Nuvie et ils restent sur la plateforme pour partager avec les autres. Donc, on ne supprime pas son compte. Il n'y a pas d'arrêt de connexion au bout d'un certain temps. Du coup, comme tu l'as dit, Rémi, on s'est déployé sur l'obésité, le diabète de type 2, la chirurgie de l'obésité. Là, on est en train de concevoir endométriose. On a aussi conçu, on va probablement faire l'insuffisance cardiaque. En fait, on a un peu industrialisé le process de manière à faire en sorte que pour chaque maladie chronique, on puisse développer un parcours avec des experts qui nous écrivent des contenus. Mais nous, derrière, on va pouvoir, à partir de ces contenus, créer tout le parcours pédagogique, je vous l'ai dit, avec des ingénieurs pédagogiques, avec des ingénieurs ou des chercheurs en sciences humaines, des graphistes évidemment, de manière à concevoir le parcours sur différentes thématiques en utilisant les mêmes process et en continuant de faire évoluer la solution. Donc Nuvie, c'est ça. C'est toujours en 10 minutes, c'est compliqué de présenter ce qu'est Nuvie parce que c'est vaste. Mais voilà ce qu'on a conçu depuis maintenant 2018. Et moi, je suis convaincu, sinon je ne serais pas là, que les mutations du numérique, ça va pouvoir aider ce parent pauvre du système de soins qu'est l'éducation thérapeutique. Je pense aussi la prévention parce maintenant on se cale de plus en plus dans une logique de responsabilité populationnelle. Mais je pense qu'il ne faut pas voir le numérique comme un ennemi à tout ça, il faut le voir comme un ami, un outil. Et la peur du grand remplacement qu'on voit chez certains professionnels de santé, qui a été à demi-mot évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a aussi ça, à mon avis, il faut dépasser cette peur et voir le numérique comme vraiment un levier de l'éducation thérapeutique. Merci beaucoup, Cyril. En tout cas, ce que tu viens de dire en conclusion, et ça c'est vrai, ce qui a été dit aussi par le docteur Cohen, c'est que il faut bien voir le numérique, les outils digitaux, que comme des outils qui viennent au service soit de la pratique, de la prise en charge, du suivi de sa maladie. Ça ne remplace pas finalement l'intelligence humaine ou des choses qui peuvent exister. Ça vient juste en complément. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. J'aurais une question pour vous, en attendant de voir s'il y en a quelques-unes dans le chat. On l'a très rapidement évoqué tout à l'heure, c'est quelle est la place des aidants finalement dans les programmes de TP? Est-ce ils sont vraiment très persuasifs finalement pour les personnes qu'ils accompagnent ou quel est leur rôle finalement? Alors, je peux commencer de répondre. Dans tous les programmes présentiels qu'on a essayé de concevoir, donc sur l'obésité, on essayait de faire venir les aidants le samedi, le mercredi, on bloquait des temps
Et alors, est-ce que c'est l'effet centre? Est-ce que c'est la problématique de comprendre ce que c'est que l'éducation thérapeutique, comme l'a expliqué le docteur Cohen? Mais on avait vraiment extrêmement de mal à les mobiliser. Alors que pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient partie prenante, il faut qu'ils deviennent ressources. Donc, c'est compliqué de les mobiliser. Je pense que pour le coup, le numérique peut nous aider un petit peu. Mais je pense, c'est ce qui a été dit avant, il y a toute une communication à faire autour de l'éducation thérapeutique, pour faire comprendre ce que c'est que l'éducation thérapeutique à la population et aussi aux professionnels de santé. Anne, tu voulais réagir? Si je peux me Ouais, permettre. ouais, je voulais Pardon, simplement vas-y, dire. vas-y. Pardon, Julien, tu veux y aller? Non, vas-y. Ok. Que nous, en fait, patients ou proches, parce que nous, on les appelle plutôt proches, on n'est pas forcément dans le cadre de l'aidant, de l'aidant, enfin, dans le sens de la dépendance et tout, mais en fait, ils sont, enfin, en tout cas, les services en fait, de TP sont ouverts aux aidants ou aux proches comme aux patients. Il faut savoir aussi que dans le cadre de patients experts, on fait aussi, il y a aussi des proches qui deviennent des proches experts, hein, qui font aussi de l'éducation thérapeutique. Et donc, c'est assez important aussi de pouvoir avoir dans son équipe des proches qui sont des proches experts et qui parleront à d'autres proches. C'est aussi vachement important. Parce qu'il ne faut pas penser juste aux proches dans le cadre de celui qui va motiver son proche malade à modifier son comportement, par exemple. Il faut aussi penser le proche comme quelqu'un qui a aussi besoin d'avoir des compétences pour réajuster sa vie en fonction finalement de celui avec qui il vit et qui est malade. Donc, c'est aussi un bénéficiaire de l'éducation thérapeutique. Julien, tu avais un commentaire aussi? Oui, c'est juste pour dire que aussi parfois, le patient ne veut pas que l'aidant soit au courant. Enfin, on retrouve beaucoup de patients qui ne veulent pas en parler à leur famille et tout, qui font l'éducation thérapeutique que pour eux. Et il faut que ça change, je suis bien d'accord. Mais il y a aussi cette problématique-là. On se retrouve confronté à ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais... Oui, ça c'est vrai, ça peut arriver. En tout cas, moi, on le vois très souvent. En fait, qui plus est, dans le cas de maladies intestinales, notamment au sein de couples, ça peut rester compliqué, surtout quand ce sont des jeunes gens, de pouvoir parler librement de la maladie et de compter sur l'autre. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'isolement de la personne qui ne souhaite pas en parler aux proches. On a une question dans le chat sur le financement de l'ETP. On sait que l'ETP classique, c'est un financement des hôpitaux qui reçoivent finalement un budget par patient. Est-ce que sur le numérique, c'est la même chose sur les programmes d'ETP numérique? Pas de financement pour le numérique, clairement. Le numérique vient dans le cadre du financement d'un programme ETP et un programme ETP ne peut pas être que numérique. Donc, il faut qu'il y ait un programme d'ETP autorisé présentiel qui, lui, a une autorisation et qui sera financé. Parce que être autorisé, être financé, c'est pas pareil. Mais il n'y a pas pour le numérique, il n'y a aucun financement qui est prévu pour l'instant en dehors On des rejoint cette ARS notion. qui ont compris l'intérêt de tout ça et qui accompagnent, et des établissements de santé qui ont aussi compris l'intérêt de tout ça et qui accompagnent pour les patients ou pour aussi gagner du temps sur le présentiel. Ça rejoint cette notion de outil, voilà, qui est au service de l'ETP et non pas de l'ETP dans son intégralité. Il n'y a pas d'autres questions sinon dans le chat. Est-ce que on peut terminer par un petit mot de conclusion de chacun? Qu'est-ce que vous espérez justement sur cette évolution du numérique dans l'ETP? On peut commencer par Julien. Que ça se diffuse le plus possible, que ça puisse toucher plein de monde. C'est vrai qu'on a parlé du problème de... Moi, je suis à Paris, donc les gens se déplacent assez facilement, mais en province, c'est vrai que je pense que l'IETP peut vraiment apporter... enfin, le numérique peut apporter quelque chose, même si Parkinson, c'est considéré comme une maladie de vieux, entre guillemets, même si ça se rajeunit de plus en plus. Il y a c'est vrai, un plan, les gens ne savent pas se connecter et tout, mais ça change de plus en plus. Et donc, il faut vraiment se servir du numérique pour aider au développement
de l'ETP, parce que moi, je vois la Salpêtrière, elle est toute seule à s'occuper, enfin pratiquement toute seule à s'occuper de 30 à 60 à 70 patients pour l'ETP, avec des renvois de mails, de machins, des trucs et tout. Enfin, elle n'est pas payée pour ça. C'est vraiment compliqué. Je pense que le TP est vraiment pas encore assez soutenu par l'État, par l'ARS, par tout ça. L'argent qui arrive, on ne sait pas trop où il va. Ça s'éparpille un peu. Enfin, on ne voit pas le bout. Et, euh, et donc voilà. Et le statut du patient expert, très important aussi. Mais voilà. Ouais, moi justement, j'enchaîne là-dessus parce que c'est super important. Moi, je vois deux formes de développement qui sont super. D'abord, pour dire que, en gros, et c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, mais en fait, les médecins ne peuvent pas tout. Le système de santé ne peut pas tout. En fait, on sait à quel point aujourd'hui c'est compliqué, notamment dans les établissements. Il y a toute une partie de la population des malades chroniques qui sont suivis par la médecine libérale spécialisée et qui n'aura jamais accès en fait à l'ETP. Donc moi, je trouve que c'est une perte de chance et ça me révolte en fait l'inégalité d'accès. Et quand j'entends Julien dès le départ parler, et merci Julien de ce témoignage, de parler de comment ça lui a sauvé la vie, bah, enfin, il y a un enjeu qui est absolument considérable. Il faut vraiment penser que le système de santé et de soins ne peut pas tout. Il faut compter effectivement sur des acteurs, des ressources pour s'appuyer et diffuser le TP, notamment en ville. Il faut des financements, mais pas forcément uniquement financer le système de soins. Il faut aussi financer d'autres types de structures et d'organisations qui peuvent prendre le relais. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et en effet, je pense que la multiplication finalement du patient expert comme patient père, qui va être un peu ce patient référent, en fait, hein, qui va à un moment donné donner la chance à un autre patient de pouvoir parler de sa maladie, partager des trucs et astuces, ça me semble vraiment hyper important de croire à ça, de le développer et de pouvoir en fait le potentialiser. Donc moi, ce serait plutôt ces choses-là que j'aimerais bien qui se développent dans le futur proche. Écoute, docteur Cohen, quelle serait vous, votre conclusion un petit peu sur les échanges qu'on a pu avoir? Alors, en fait, on a à peu près toutes les cartes pour voir les choses évoluer dans le bon sens. On a parlé de formation et je pense que c'est fondamental. Comment dire, être imprégné ou parler d'ETP, c'est un langage à part. Et si les soignants ne sont pas formés à l'ETP, ils ne comprennent pas ce que c'est. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelque chose qui est engagé depuis bien plus longtemps, mais qui peut être optimisé, magnifié par le numérique, c'est le mouvement patient. Les associations, le partenariat, l'implication du patient dans tout le système de la politique de santé. Donc ça, c'est un mouvement qui peut s'amplifier et qui peut accélérer les choses. Après, vous avez des institutions. Donc, il y a les laboratoires de recherche dans les sciences humaines, il y a qui participent à développer. Vous avez des institutions comme la Haute Autorité de Santé. Voilà, il y a l'éducation thérapeutique mise en avant. Une petite partie, mais enfin, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Les établissements de santé doivent mettre en avant l'expertise des patients au sein de leur établissement et l'existence de l'éducation thérapeutique. Donc, c'est une réalité. Et puis, voilà, le numérique, comme le disait Cyril Gauthier, voilà, ça peut être l'occasion de favoriser, d'optimiser, d'amplifier l'éducation thérapeutique. C'est à la fois un outil, une opportunité aussi pour accélérer les choses. Voilà. Merci. Et si, du coup, Cyril, pour conclure aussi. Faire en sorte que, alors je ne sais pas si ça passera par les retours d'expérimentation article 51 ou d'autres retours, mais que ça rentre quand même une partie dans le droit commun. Les ARS financent, hein, juste pour reprendre quand même, les ARS financent des budgets extrêmement conséquents pour l'ETP, mais il faut, si on veut que l'ETP ait ses lettres de noblesse dans la prise en charge, il faut qu'à un moment donné, l'assurance maladie le finance. Donc j'espère qu'à un moment donné, ça arrivera. Le deuxième point, c'est que
pour reprendre ce qui a été dit, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, les organisations en ville, type CPTS, MSP, qui sont quand même plutôt bien structurées, puissent être des bons leviers pour déployer des programmes d'éducation thérapeutique avec les associations de patients, avec les établissements de santé qui sont à proximité. Mais c'est des bons leviers pour finalement diffuser un petit peu cette ETP. Très bien, bah, merci beaucoup à tous pour vos interventions. C'était des échanges très riches. Et avant de clôturer, je voulais juste vous repartager un petit peu les prochaines actualités du Club Digital Santé. Donc ça va aller assez vite. Déjà, pour une fois, on a déjà planifié la prochaine rencontre, donc qui est le 14 décembre. Et là, ce sera vraiment en IRL, donc en présentiel. Ce sera dans les locaux de l'agence Loma Communication. Et on fera notre traditionnelle rencontre sur le bilan de l'année, sur ce qui s'est passé dans le numérique santé. Et on fera nos projections pour l'année prochaine. Donc, c'est toujours une IRL intéressante où ça permet de regarder en arrière et de se projeter aussi dans l'avenir. Et puis, parmi nos partenaires, on a le Festival de la communication santé qui, avec MedCheck Studio, organise pour la 2e année le prix du podcast santé francophone. Donc, si vous avez des podcasts et que vous voulez les soumettre à ce prix, c'est jusqu'au 30 novembre. Donc, il faut aller sur le site du Festival de la communication santé et la remise des prix aura lieu fin janvier. Toujours parmi les partenaires, le Health Social Data Day qui devait avoir lieu il y a courant septembre a été donc décalé au mois de mars. Et donc c'est surtout ce qui est analyse finalement de l'utilisation de la donnée qu'on trouve sur les médias sociaux pour de la donnée en vie réelle, pour des études, etc., etc. Donc notez bien la date, le 26 mars. Et puis, comme toujours, hein, pour les prochaines rencontres IRL, on recherche toujours des partenaires et des sponsors pour nous accueillir pour justement continuer ces rencontres, ces échanges sur différents leviers du numérique en santé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. En tout cas, merci à tous d'être venus nombreux et d'avoir assisté à ces échanges. Merci à tous nos intervenants. Et puis, on souhaite que l'ETP puisse enfin se développer encore plus massivement que ce qu'elle est aujourd'hui. Merci à tous. Merci Merci. Rémi de l'invitation. Merci. Bonne soirée.